Bonjour à tous. Dans la perspective des élections européennes, et comme à l'habitude, je tenais à revenir un petit peu sur l'historique du Front National et du Rassemblement National, puisqu'il est probable qu'il soit le premier parti du pays, à nouveau à l'issue des élections européennes. Alors, c'est un parti, historiquement, qui a émergé très lentement. Ses racines sont connues, mais on peut y revenir rapidement. Le Front National a été créé en 1972 à l'initiative d'Ordre Nouveau pour transformer le militantisme de rue en militantisme électoral. Il cherchait à ce moment-là une figure pour incarner le parti de manière démocratique, et après avoir successivement tenté leur chance auprès de Pierre Sidos puis de Dominique Vénère, qui tous deux ont refusé à l'époque d'assumer cette fonction, ils l'ont proposé à Jean-Marie Le Pen, ancien poujadiste, ancien député, qui, après des hésitations, a fini par accepter de diriger ce parti. Très rapidement, dans toute l'histoire du Front National de Jean-Marie Le Pen, il y aura des conflits internes. Le premier, c'est que les fondateurs d'Ordre Nouveau auront été sanctionnés par le pouvoir. Or, Le Pen père et Le Pen fille ont eu deux choses extraordinaires dans leur vie, deux chances. C'est d'abord qu'ils ont eu des coups de bol réels à plusieurs reprises, j'en évoquerai quelques-uns, et le soutien du système. Volontaire ou involontaire. Lorsqu'il y a une bagarre entre l'Ordre Nouveau et la Ligue communiste révolutionnaire, le pouvoir a interdit l'Ordre Nouveau. Le Pen a donc profité de l'occasion pour se débarrasser des mecs d'Ordre Nouveau qu'il avait appelés et les virer. Ceux-ci et d'autres créeront Faire Front, qui deviendra le Parti des Forces Nouvelles. Dans les années 70, le FN de Jean-Marie Le Pen fait 0,75% des voix en 74 élections européennes, il ne pèse rien. Le Parti des Forces Nouvelles, lui, se vend aux Giscardiens, il n'y aura aucun bénéfice. En 1981, aucun des deux partis ne peut poser de candidat aux élections présidentielles. En 1982, après le frémissement de quelques élections locales très limitées, Jean-Marie Le Pen obtient, par les réseaux mitterrandiens, de passer à la télévision sur France 2, en 1982 aux 4 vérités. Il tient un discours assez dur, punchy, courageux, efficace, il ne se rate pas. L'occasion fait le larron, et dans le cas présent, il réussit bien, il tient une minute de silence contre le communisme, etc. Donc, il s'en sort bien. À l'époque, Jean-Marie Le Pen n'est pas anti-européen, mais il est atlantiste en revanche, il est partisan évidemment de l'Alliance Atlantique, il se présentera ensuite comme le Reagan français, et il n'est pas du tout, évidemment, partisan du souverainisme, qui à l'époque d'ailleurs n'existe pas vraiment. Il n'est pas sur la ligne de De Gaulle, ni sur la ligne des gaullistes. En 1983, Jean-Pierre Stirbois, avec sa femme, réussissent à faire 16,7% des voix aux élections municipales de Dreux. La droite accepte de s'allier avec eux. C'est le scandale médiatique, mais c'est le démarrage. 84, élection européenne, n'oublions pas, le Front National anti-européen ne doit son existence politique qu'aux élections européennes dont il conteste pourtant l'existence. Il fait presque 11% des voix. Simone Veil devient la présidente de l'Assemblée, aux grandes dames d'un des élus du FN, issu de gauche à l'origine et qui fait un scandale. Et Jean-Marie Le Pen, donc, voit son émergence engagée. 84, c'est donc une dynamique très forte. Tout laisse penser qu'un Le Pen peut se retrouver à 19, 20 ou plus en 88 ou présidentielle. Mais entre-temps, il y a un phénomène qui a lieu double. D'abord, Mitterrand veut contrôler l'ascension du FN. Il a créé le FN pour gêner la droite, c'est certainement pas pour renforcer la droite. Il a favorisé le FN en permettant aux élections législatives de 86 la proportionnelle. Ça permet de faire entrer une trentaine de députés Front National à l'Assemblée. Aujourd'hui, ils sont 5 en 2019, pour dire les choses. Le Gallo, par exemple, s'est retrouvé député européen. Et donc, Le Pen commence à déranger le pouvoir, et il fait une erreur majeure, la fameuse erreur du détail. Malade, fatigué, en relation avec des personnes qui polluent leur esprit avec ce genre de sujet, peut-être déjà avec le souvenir de conneries que Duprat avait pu raconter sur le sujet. Le Pen se perd, il ne sait plus où il habite, entre guillemets, et commence à sortir des conneries sur un sujet dont il ne faut pas parler. Et donc c'est sorti sur oui, c'était un détail, gna 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 gna, etc. Voilà, il va s'enferrer là-dedans, il le répétera 5 fois dans le futur, parce qu'une fois qu'il l'a dit, après, voilà. Et tout s'effondre. Il devait rencontrer Ariel Sharon et aller en Israël peut-être quelques mois après, ça aurait été évidemment important. Et du jour au lendemain, Jean-Marie Le Pen devient le pire ennemi d'Israël, le plus antisémite, négationniste qui soit. Ça, c'est quelque chose dont on ne se remet pas. Le lendemain, il fait une conférence de presse, il essaie d'exercer sa position. La conférence de presse, évidemment, n'est pas médiatisée, on ne remet la porte d'arrière.
il est diabolisé, c'est terminé. 87, c'est le dérapage définitif. Ils auront ensuite l'affaire de Carpentras. Et tout cela va renforcer évidemment l'image d'un Front National infréquentable. Jacques Chirac, évidemment, à nombreuses reprises, et les autres vont s'en distancier. Ils vont tenter de parler d'immigration à un moment donné dans les années 90. Et puis finalement, le politiquement correct va arriver. Et les Juppé, les Chirac et autres vont laisser le monopole du discours anti-immigration au FN tout en le diabolisant. Les militants qui rejoignent le Front National perdent parfois leur emploi, sont discriminés, sont rejetés. Et Le Pen s'entête à rester à la tête d'un parti dont il empêche l'arrivée au pouvoir. Dans les années 90, malgré tout, comme il a comme des conseillers régionaux et des élus, des gens issus du logiciel de la Nouvelle Droite, du GRES d'Alain Benoît, donc des gens formés par l'européisme identitaire avant la lettre, de Dominique Vénère et de tant d'autres, comme Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, Pierre Vial et tant d'autres, vont quand même tenter l'aventure FN. Ils rejoignent le Front National et ils essaient d'améliorer la ligne un peu moins anti-européenne, parce qu'entre-temps, le Front National du début des années 90, comme des années 80, commence à jouer cette carte. Dans les années 90, c'est le paradoxe, c'est que Le Pen tient un discours assez souverainiste finalement, avec un appareil idéologique beaucoup plus pro-européen autour de Maigret. 92, catastrophe absolue, lors du fameux référendum de Maastricht, le FN est marginalisé par l'ascension du triumvirat, Séguin, Pasqua, Villiers, qui ensuite feront 12 à 13% aux élections européennes. Leur ascension, sur une ligne europhobe, eurosceptique, eurosouverainiste, comme on veut, va plaire au FN de Jean-Marie Le Pen et à certaines figures en son sein. Je pense à Samuel Maréchal, le père de Marion Maréchal Le Pen, ou à Marine Le Pen elle-même. Pour des raisons complexes, en 1998, le Front National explose. Il explose par la faute de Jean-Marie Le Pen, essentiellement. Bruno Maigret, depuis plusieurs années, avait connu une ascension interne au parti assez forte. Beaucoup de gens se reconnaissaient dans sa modernité et dans son discours. Le sien, celui de Le Gallou et des autres. Maigret avait réussi à être élu par l'intermédiaire de sa femme à la mairie de Vitrolles. C'était le phénomène Maigret qui était en avant. Le système ne s'était pas trompé. Certains journaux disaient, en titrant Bruno Maigret, cet homme est plus dangereux que Le Pen. Au fond, pour le système, Le Pen provocateur ne menaçait personne. Il maintenait des équilibres électoraux. Mais un Maigret qui voulait faire 30% des voix, qui était une dynamique de rassemblement à droite, était très dangereux. Bien sûr, Bruno Maigret était quelqu'un de petit de taille, moi aussi. C'est un orateur assez brillant, mais qui n'a pas le charisme, la grande gueule de Le Pen, et qui avait au moins l'humilité de s'entourer de gens utiles. Donc, à un moment donné, un drame, Le Pen qui avait fait une nouvelle provocation physique en attaquant une maire d'une ville qui faisait une manifestation antifasciste, effectivement antidémocratique par ailleurs, avait fait quelques provocations, et il allait visiblement sans doute être condamné par la justice à de l'inéligibilité. Dans ce cadre-là, Le Pen n'étant pas candidat, ne pouvant pas être candidat potentiellement, Bruno Maigret annonce que si Jean-Marie Le Pen est empêché d'être candidat par la condamnation, il est le seul légitime à être candidat à sa place. Jean-Marie Le Pen prend ombrage de cette mise en avant de Bruno Maigret, considère qu'il n'y a pas de numéro 2, il n'y a pas de numéro 2 au Front National. Jean-Marie Le Pen est le Führer absolu et indiscuté, c'est le Führerprinzip, le chef absolu, avec la cour de courtisans tout autour, famille est obligée, on est dans une forme de mélange entre la cour de Louis XIV et la Corée du Nord, et donc évidemment il y a des gens qui vont avoir l'oreille de Jean-Marie Le Pen, comme justement Samuel Maréchal, Marine Le Pen et d'autres, qui vont dire Maigret veut t'abattre, Maigret veut te remplacer, il faut t'en débarrasser. Donc évidemment il y a des taupes, il y a des gens qui savent, et le camp maigretiste comprend très vite qu'il est à l'aube d'une épuration. Et que donc, quand on sait qu'on va se faire épurer, on tape les premiers. Donc attaque des maigretistes avant d'être virés, et évidemment la scission explose. Maigret et les autres considèrent qu'ils sont le vrai Front National, que Le Pen est le vieux Front National, il n'est plus légitime. Jean-Marie Le Pen, à la télévision, va dire ceci, oui, n'est-ce pas, c'est une minorité extrémiste et même raciste. Voilà, raciste. Il dit de ses camarades de combat, de quelques mois avant, alors que lui-même subit et se dénonce le fait qu'on l'accuse de racisme, il déclare que les maigretistes sont des racistes. Et sont des extrémistes, pour ne pas dire des nazis. Voilà. Donc réflexe systémique,
pour diaboliser des anciens camarades. Les gens, les électeurs n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils ont pensé que c'était une guerre d'individus, Maigret contre Le Pen. Il y avait un conflit idéologique derrière. Jean-Marie Le Pen lui-même n'est peut-être pas europhobe, mais Marine Le Pen est europhobe. Et tous les gens qui sont derrière Jean-Marie Le Pen sont des europhobes. Il y avait Hollande, tout ça, et Hollande c'est la France coloniale, toutes ces conneries. Bon, concrètement, les raisons de la scission sont profondes et idéologiques, mais elles se sont matérialisées par une opposition entre deux personnes. Parce que Jean-Marie Le Pen a considéré que Bruno Maigret voulait prendre sa place. Et il a dit, mais moi, à la différence de César, je tue Brutus avant qu'il ne me tue. Bon, sauf que rappelons que Brutus était le représentant de la République, et donc d'une certaine manière du pouvoir légitime. César était celui qui voulait devenir roi dans un pays, à Rome, alors que odium regni, la haine des rois, c'est le principe même de la fondation de la République par Brutus l'Ancien en 510 avant Jésus-Christ. Donc, je tue Brutus. Voilà. Et la guerre est ouverte, tout le monde est perdant dans cette équation, mais Jean-Marie Le Pen s'en sort. Pourquoi ? Parce que Maigret réclame un congrès, qu'il n'aura pas. Et il dit, nous sommes le Front National. Donc, Bruno Maigret organise un congrès du Front National, au sens strict, à Marignane. Le Front National va devenir Front National Mouvement National, après FNMN, parce que la décision de justice semble défavorable. La justice, aux ordres du pouvoir, favorise Jean-Marie Le Pen. Je vais parler des coups de chance et des coups du système. Le système veut Le Pen contre Maigret. Maigret est dangereux, il faut donc absolument que Le Pen gagne contre Maigret. Et la justice va donner raison à Jean-Marie Le Pen. Les affiches du MNR, du futur MNR, le FNMN, vous avez des tracts, des autocollants, des affiches qui sont prêtes. Elles sont marquées FNMN. Le juge interdit l'utilisation du terme FN. Donc que font les militants ? Ils sont obligés de mettre au marqueur noir, de rayer le mot FN, des bulletins, des bulletins de vote, enfin de tout. Vous imaginez que l'électeur ne comprend rien. Donc l'électeur, il punit tout le monde. Jean-Marie Le Pen est puni, il fait 5,7% des voix européennes en 1999. Bruno Maigret fait 3,3%. C'est pas si mal 3,3% dans tel contexte. Mais Le Pen a des élus, Maigret n'en a pas. Le Pen, de peu, a obtenu la légitimité populaire et le pouvoir du système. Et Maigret ne fera que s'effondrer tranquillement. Jusqu'à arrêter sa carrière politique, parce que c'était plus possible. Donc Jean-Marie Le Pen a gagné face à Maigret. Il a gagné face à d'autres. La mort de Stirbois, d'une manière ou d'une autre, a éliminé un concurrent potentiel pour Jean-Marie Le Pen. Stirbois aurait continué de vivre, il aurait été dans la même situation que Maigret. À un moment donné, il aurait voulu diriger le parti. Et là, il aurait été épuré. D'autres épurations avaient lieu. Karl Lang a finalement parti, après avoir soutenu Le Pen contre Maigret, Karl Lang a finalement claqué la porte et créé le PDF, etc., etc., etc. Et finalement, Hollande et tous les autres sont tous partis. Tous les anciens du front historique sont partis. Jean-Marie Le Pen, donc, se retrouve seul chef, et il a du coup de bol. 2002, grand coup de bol, il fait un score de 16,8% des voix, ce qui est finalement pas si terrible que ça. Normalement, il n'aurait pas dû être au deuxième tour, mais il y a eu deux choses. D'abord, ce score surélevé a bénéficié, malheureusement, d'un drame, un papivoise qui a vu sa maison cramée par des gens des banlieues, et donc forcément Le Pen a dû faire 1 ou 2 points de plus dans le vote au moment final. Et surtout les erreurs de Jospin, qu'a laissé, Taubira, Chevènement, Les Verts, tout le monde y allait, et s'est retrouvé à 16-2. Forcément, Le Pen se retrouve au deuxième tour, c'était absolument pas prévu, évidemment, parce que Le Pen savait très bien qu'il ne serait pas au deuxième tour, il savait très bien que la barre des 20 était inaccessible. Et le voilà emmerdé. Là que Le Pen, qui pensait aller partir en vacances à la Trinité ou je sais pas où, se retrouve coincé par un deuxième tour qui n'était pas prévu du tout. Il le parasite en disant à Chirac, oui, vous allez voir, je vais faire sonner Cressel, vous allez voir, c'est un truc. Donc Chirac a toute la Libye pour refuser le débat, alors qu'il va dire à Chirac, écoutez, moi, Jean-Marie Le Pen, en tant que candidat républicain aux élections républicaines, je demande un débat républicain au président de la République. Il ne peut pas le dire, puisqu'il commence à dire, oui, vous allez voir, hein. Donc Chirac fout le camp, et les gens ne lui donnent pas tort. Résultat, 82% des voix pour Chirac, 18% pour Le Pen. 2002, on aurait dû dire, c'est fini le Front National. D'autant plus qu'en 2007, c'est Sarkozy qui se met en avant. Et Sarkozy fait une bonne campagne. Le Pen se retrouve à 10. Au lieu de ses 15% habituels, il est à 10% aux élections présidentielles. Le parti tombe à 4,29%, 4,3% des voix aux législatives. Des centaines de candidats ne sont pas remboursés. C'est l'hémorragie financière. Normalement, ça aurait dû être terminé. La crise de Maigret aurait dû mettre fin à l'aventure de Le Pen. Ça a échoué. L'effet Sarkozy aurait dû. Mais Sarkozy a énormément déçu les gens. Conséquence de quoi ? Première conséquence, il remet le Front National en avant, puisqu'il déçoit. Deuxième conséquence, Jean-Marie Le Pen a droit à un enterrement de première classe. Pourquoi ? Il s'est pris sa branlée, donc de toute façon, il n'a pas duré 107 ans. Donc, il va devoir céder la place. La pression est beaucoup plus forte cette fois-ci. Et il faut donc être remplacé. Or, Marine Le Pen, depuis 2002, a été mise en avant par les médias.
Pourquoi? C'est une femme, elle est très conformiste sur les thèmes identitaires, très politiquement correcte, donc on la met en avant. Le coup de bol des bidards, coup de bol du système, là encore. Pourquoi? Parce qu'en 2002, lors du deuxième tour, personne ne voulait aller à débat, Lang ne voulait pas y aller, Gollnisch ne voulait pas y aller, personne ne voulait y aller. Et qu'à ce moment-là, un des conseillers de Jean-Marie Le Pen Visier dit à Marine, vas-y. Elle y va, et elle s'en sort pas trop mal, et le phénomène Marine est créé. Donc Le Pen sait qu'il va devoir céder la place, il a du mal à l'accepter, il a du mal à accepter finalement l'ascension de sa fille, favorisée par les médias notamment, mais il finit par s'y faire. Donc en 2010, je crois, où il y a un congrès, il décide qu'il ne sera plus président du parti, qu'il ne sera plus que président d'honneur. Et donc il y a deux candidats. Bruno Gollnisch, qui représente le front historique, plutôt catho, libéral, et Marine, qui est plutôt front social, on va dire plus mou sur la question de l'immigration. Elle avait dit de Samuel Maréchal, donc son beau-frère, qui avait mis en avant le thème de l'islam de France, à l'époque du FN, qui avait fait rentrer un maghrébin au bureau politique du front d'ailleurs. Et donc Samuel Maréchal, le père de Marion, Marine avait dit qu'il est bon modèle en politique. Tout est dit. Donc c'est l'intégrationnisme, l'assimilationniste, la France, les dom-toms dont elle est fascinée. Le Pen déjà, père jouait là-dessus, mais elle y joue encore plus. C'est des gages aux banlieues, finalement, c'est le concept de banlieue patriote que Philippot et d'autres vont mettre en avant. Donc c'est une femme de gauche, comme dit Lesquin, finalement. C'est une femme qui défendait des clandestins, des sans-papiers lorsqu'elle était avocate. Donc son logiciel idéologique n'est pas du tout celui de la droite nationale, hein, mais elle a le nom, elle a la gouaille, et elle a le magot à récupérer, le magot familial que le père veut absolument lui transmettre, parce qu'il est hors de question que ça quitte la famille. On est sur l'achat d'entreprise. Donc Gollnisch est le dauphin de Jean-Marie Le Pen, disait-il. Comme il dit Le Pen, un dauphin c'est fait pour s'échouer. Donc Le Pen laisse Gollnisch y aller, mais il le sabote. Et il prend position. Il aurait pu dire, je suis hors du débat, il prend position pour sa fille. Il commence à expliquer que Gollnisch avait eu un quadruple pontage cœur-renarien, ce qui est vrai, et c'est là, c'est pas faux. Et donc il favorise sa fille. Tous les Le Pénolâtres, vous savez bien le terme qu'il faut employer, vont se mettre du côté de la fille. Et voilà Marine, présidente du parti. Avec Jean-Marie, président d'honneur. Ça reste en famille. Mais comme Le Pen a envie d'exister, parce qu'il n'est pas content d'avoir été obligé de prendre sa retraite, ça l'a fait chier, il faut encore foutre la merde. C'est le phénomène Marion. Donc Jean-Marie obtient de Marine que Marion soit candidate aux élections législatives, de je ne sais plus quelle année, et attention, on ne lui donne pas n'importe quoi à Marion. Parce que ça aurait pu être une self-made woman. Partir de rien, créer sa propre cellule militante, créer son équipe, se renforcer localement, s'implanter, etc. et gagner à l'issue du travail militant et du mérite. On lui donne la meilleure circonscription électorale de France. La meilleure. Donc elle mérite uniquement parce qu'elle s'appelle Le Pen. Bon. Marine étant candidate, elle, de la deuxième meilleure, Hénin-Beaumont. Et, coup de bol, là je parlais du bol. Marion a fait un bon score, c'est normal. Vu l'environnement, près de Carpentras, machin, le front il est à 30% naturellement. Il fait 30% en claquant des doigts. Bon, mais ça n'aurait pas suffi. Collard a gagné dans la région aussi, dans le Gard, lui, grâce à une triangulaire. Or, les socialistes disent, vous maintenez pas vos candidats. Front républicain. Donc il y a Marion, une socialiste, et un mec de droite, ou une nana, je crois que c'est un mec de droite. La socialiste a ordre de se désister, elle doit se retirer. Le mec de droite va sans doute gagner. Comme le mec en face, Marine avait perdu, aura perdu à ce moment-là, elle n'aura pas gagné à Hénin-Beaumont. Et coup de bol, la socialiste refuse d'obéir à la consigne du parti. Elle se maintient contre toutes les décisions. Elle sera d'ailleurs exclue du Parti socialiste. Marion est élue. Donc deux choses. Népotisme, la meilleure circonscription, et coup de bol incroyable. Une socialiste se maintient contre son parti. C'est ça le phénomène Marion Maréchal Le Pen au départ. Après, elle a appris, elle a été courageuse, elle a essayé d'être digne au niveau du Parlement, il faut lui reconnaître les qualités aussi qu'elle a eues, peut-être plus d'humilité que sa tante, peut-être plus de culture, ou en tout cas plus d'acceptabilité sur la culture. Donc Marion a eu beaucoup de chance, et qu'effectivement, même si elle a eu l'humilité d'une certaine manière de se mettre à apprendre, elle n'aurait pas dû exister politiquement. Et évidemment, Marine et Marion sont à la fois proches, et puis c'est compliqué entre les deux, puisqu'il y a le côté un peu Marion la jeune contre Marine la vieille, hein, faut pas se mentir. Et évidemment, ça a été compliqué. Il y a le phénomène Philippot qui va arriver avec Marine,
qui était conseiller un peu occulte et puis qui ensuite apparaît au premier plan. C'est lui qui va mettre en avant le logiciel le plus europhobe qui puisse exister. Le logiciel europhobe que Marine Le Pen a toujours partagé. Ceux qui pensent que c'est Philippot qui a amené ce logiciel à Marine se trompent. Marine avait ce logiciel et Philippot l'a mis en musique d'une autre manière, mais il y a une convergence, ils se sont trouvés. Ça amène à une aventure compliquée. Jean-Marie Le Pen, lui, donc, veut continuer quand même d'avoir sa liberté d'expression complète, de dire ce qu'il a envie de dire, donc les détails 2, détails 3, détails 5, détails 27, de parler d'Europe boréale, on fait parler d'Europe boréenne, si vous voulez reprendre le bon concept de Vénère, Europe boréale, ça ne veut rien dire, mais bon, voilà, sur le monde blanc, ça, ce qui n'est pas le plus choquant, évidemment les obsessions historiques, revenir toujours sur la guerre de 40 en permanence, machin à papeterie, l'occupation à bidule, tout ça évidemment catastrophé Marine Le Pen à chaque fois, puisqu'elle veut être dans le consensus mou, et donc il y a un moment donné où ça allait être la guerre. Voilà, les médias en ont largement parlé, donc je n'évoque que simplement les choses, c'est que Jean-Marie Le Pen va être exclu de son propre parti, et avec des histoires de procès, de bagarres, et au final, maintenant, à 90 ans, il soutient le vote pour Bardella, il a annoncé qu'il fallait voter pour le RN, il s'est réconcilié plus ou moins avec sa fille, même s'il ne parle plus de politique avec elle, donc Jean-Marie, comment dire, a fini sa carrière politique, il a déclaré récemment qu'il prenait sa retraite politique, il a parlé au Parlement européen, il a fait un bon discours de début, puis gâché par ensuite des conneries plus ou moins europhobes, je ne sais pas quoi, vers la fin, donc dommage. Il aurait pu mieux soigner cette sortie, c'est triste. Il a voulu rendre hommage à Guillaume Fay récemment, disparu, et ça s'est limité à 2-3 mots. Guillaume Fay, que pensez-vous de Guillaume Fay? Je crois que c'est son interlocutrice qui l'interroge. Ah oui, qui est mort, et puis il dit ah oui, et puis il avait écrit un livre avec Jean-Claude Martinez, mon programme de machin, on s'en fout complètement. Et après c'est parti sur Jean-Claude Martinez, qui avait dit un jour sur la 5, pas de la 5, je crois que c'était pas Jean-Claude Bourret, c'était l'autre nana là, il était face à Laguiller, il dit Madame Laguiller, rejoignez le Front National. Bon, t'as compris quoi, guignol quoi. Bon, c'est tout, à un moment donné, il faut arrêter les conneries quoi. Madame Laguiller, votre place est au Front National. Ah bon, un marxiste-gauchiste d'une secte trotskoïde et à sa place au Front National quoi. Ben oui, ça paraît évident. Hein. Bon, passons. Donc Jean-Claude Martinez, évidemment bien connu. Et donc voilà, donc Jean-Marie Le Pen, bien évidemment, il a voulu y croire encore, les comités Jeanne au secours, c'est d'actualité. Effectivement, il y a Jeanne d'Arc qui va arriver, elle va sauver Jean-Marie contre la méchante Marine. Ouh. Bon, après, je suis en tenue, en anorak rouge, et je monte sur l'estrade du premier, et je dis, coucou, c'est moi, je suis là. Bon, tout ça a été un peu sympathique. Alors, Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un qu'on peut trouver honnêtement humainement sympathique. Hein, c'est quelqu'un qui est très cultivé. Moi, je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie, donc je parle de manger avec lui, et avec Guillaume Fay à 2 reprises, donc je parle en connaissance de cause. Quelqu'un de sympathique, cultivé. Voilà, on passe un bon moment avec lui, ça va être clair. Mais c'est pas un homme politique au sens strict. Et il a été il a plus de respect pour ceux qui lui tiennent tête que pour ceux qui lui lèchent les bottes. Mais il n'empêche qu'il est entouré que les gens qui lui lèchent les bottes. Donc à un moment donné, c'est triste, parce que c'était une grande figure, je pense que malheureusement, il a merdé, et comme il a merdé, et qu'il n'a pas su partir, et 98, c'était inexcusable. Autant, il serait resté de 87 à 98, pensant qu'il pourrait remonter la pente des dérapages et machin, ça peut s'admettre. Mais à un moment donné, dans la crise, Maigret était légitime aux yeux du peuple des militants. Et je pense qu'il aurait mieux traité Jean-Marie Le Pen que sa fille l'a traité. Il faut savoir accepter, de céder la place pour l'intérêt collectif et pas pour l'intérêt familial. Or, quand on préfère ses filles à ses cousines à ses nièces et ses nièces à des parfaits inconnus, forcément. Et ce logiciel-là était catastrophique. Il s'est fâché avec Marie-Caroline Le Pen qui avait suivi Maigret pendant des années. Il s'est fâché avec Marine, et finalement, il est réconcilié avec tout le monde parce que le pater familias est plus puissant que les querelles. Il a raison, de cette année, d'un point de vue humain, c'est bien de se réconcilier avec sa famille. Mais voilà, je pense que ça a fait beaucoup de mal à notre cause. Et mettre Marine Le Pen, c'est catastrophique. Alors je vais finir sur un autre sujet par rapport à cette historique-là. Vous voyez que c'est l'impasse que j'ai évoquée. Cette historique vous permet de comprendre. Mais il y a autre chose. Alors il faut bien avoir conscience que la question européenne, je l'ai évoquée, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Rassemblement national sur la question de l'Europe. On a vu que Marine Le Pen avait été exécrable, lamentable le 3 mai 2017 face à Macron, notamment sur la question de l'euro. Donc là, elle est en train de remiser l'euro. Pourquoi elle remise l'euro? Parce que
elle était mauvaise sur le sujet, parce qu'elle voit bien que les gens ne veulent pas qu'on abandonne l'euro, ça leur fait peur, à juste titre, et qu'elle a trouvé en Philippot le bouc émissaire idéal pour excuser sa mauvaise prestation. Elle vire Philippot, et comme ça, on va dire que c'est Philippot qui était le responsable d'une mauvaise campagne. Voilà. Ensuite, sur l'Union Européenne, elle dit qu'il ne faut pas la quitter. Elle n'est pas sur la ligne du Frexit que Asselineau, Villiers, à sa manière, parfois Jean-Marie Le Pen récemment, et d'autres prônent, et Philippot bien sûr, mais il n'y a pas grand-chose de sincère derrière. En fait, ce qu'elle veut faire maintenant, le changement stratégique, il est quoi? Avant, il fallait combattre l'Union Européenne, maintenant, il faut la détruire de l'intérieur. Alors, elle prône un peu ce que je prônais moi, c'est-à-dire, moi je dis, il faut s'emparer de l'Union Européenne, sauf qu'elle veut faire la même stratégie, mais la finalité est différente. Elle veut détruire l'Union Européenne. Alors, effectivement, si l'Union Européenne explose, ou implose, elle n'a pas besoin qu'on quitte l'euro, ou quitte l'Union Européenne. Demain, l'Union Européenne cesse d'exister, l'euro n'existe plus. Donc, elle a sa sortie de l'euro, elle a sa souveraineté monétaire. Et elle a son Frexit. Elle les a, parce qu'elle fait détruire l'Union Européenne. Et elle crée une alliance des nations européennes. C'est-à-dire un truc bidon, encore c'est ce mythe de la coopération, ce mythe comme quoi on va pouvoir travailler ensemble, alors que finalement les Américains vont continuer de jouer les uns contre les autres en permanence. Bravo les champions. Alors, Marine, donc, c'est l'impasse europhobe, même si aujourd'hui elle est obligée de mettre de l'eau dans son vin europhobe en faisant croire qu'elle est plus favorable à l'Europe qu'avant. Ce qui fait dire à Sylvain Kahn, historien et journaliste de la construction européenne, qu'aujourd'hui il y a un supranationalisme européen qui naîtrait de Salvini, Marine et tout ça. Non, Marine n'est pas convertie à une grande Europe qui serait, remigrationniste. Pour Sylvain Kahn, cette droite nationale convertie à l'Europe aurait comme but de rejeter les populations extra-européennes. Sauf que Marine Le Pen va se trémousser à Mayotte ou au salon de l'agriculture, c'est un parti anti, elle va tenir un discours, néocolonialiste et afrotrope. C'est bien la preuve qu'elle ne veut pas un nationalisme européen, elle est anti-européenne. Donc c'est pas parce qu'elle a adouci son discours anti-européen pour la forme qu'elle est devenue européiste identitaire. Faut pas rêver. Mais il ne faudrait pas penser que la petite Marion, là-dessus, soit préférable. Je vais vous lire quelques extraits du Valeurs Actuelles, qui était sorti il y a quelques semaines, interview longue sur Marion Maréchal Le Pen. Premier commentaire d'abord, avant de lire des passages croustillants ou alarmants. En couverture, belle couverture, donc 6 pages pour Marion Maréchal Le Pen, qui théoriquement ne fait plus de politique, puisqu'elle n'est plus que la dirigeante d'une école qui s'appelle l'ESSEP, ou l'ISEP. Donc elle ne fait plus de politique, pourquoi lui donner 6 pages dans Valeurs Actuelles? Parce que elle plaît à certains types de droite libérale, etc., et que, d'une certaine manière, on maintient le cycle familial. Alors, quelques extraits. Elle dit comme ça, et je vais expliquer pourquoi c'est faux. Je fais du commentaire de texte politique. Quel est le vice d'origine de l'Union Européenne? Elle dit ceci. Ils ont voulu calquer le projet de l'Union Européenne sur le modèle des États-Unis d'Amérique en cherchant à accoucher, au forceps, d'un État souverain européen. Cela ne fonctionnera jamais pour une raison simple, il n'y a pas un peuple européen comme il y a un peuple américain, il y a des peuples européens. En voulant construire un État fédéral, les artisans de la construction européenne ont refusé de voir qu'un tel État souffrirait structurellement d'un manque de légitimité, puisqu'il ne serait construit sur aucune souveraineté populaire. Il n'y a pas de peuple américain, parce que les Afro-Américains, les Sino-Américains, les Latinos et les Euro-Américains ne forment pas un peuple. Il y a un peuple euro-américain, forgé de tous les peuples d'Europe, depuis l'Islande, la Russie, chacun a envoyé des représentants, et ça a créé un peuple euro-américain, WASP au sens large, ça existe. Si le peuple européen n'existe pas, pourquoi le peuple américain composé des Européens de tout le continent existerait d'ailleurs? La preuve que c'est possible définit le peuple européen. Il y a une autre raison, c'est qu'il y a un peuplement européen commun, nous sommes le même peuple de point de vue anthropologique et civilisationnel, donc nous sommes le peuple européen. C'est faux ce que dit Marion. Même Saint-Just, le révolutionnaire, disait « l'Europe n'est qu'un seul peuple ». Oui, il y a un peuple européen, il y a une nation européenne, et c'est parce qu'il y a un peuple européen, parce qu'il y a une nation européenne, qu'on peut faire un État européen demain. Or, les partisans de l'Union européenne actuelle ne veulent pas faire, même au forceps, un État souverain européen. C'est faux. Les seuls qui veulent aujourd'hui faire un État souverain européen unitaire sont les camarades du parti des Européens, c'est-à-dire de mon parti. C'est nous qui devons faire l'État européen souverain. Et nous ne sommes pas la tête de l'Union européenne, malheureusement. Alors, continuons notre petite lecture critique. Je précise, par ailleurs, que Marion Maréchal Le Pen peut écrire des bonnes choses dans d'autres passages. Mais je cible sur la question de l'Europe dans son interview, et je cible ce qui ne va pas. Ce qui va, par définition, je ne vais pas le dire.
Alors, à un moment donné, elle parle du Frexit en disant qu'il serait difficile à conduire. Là, c'est viré, effectivement. Le Frexit ne pourrait être que le dernier recours. Le Frexit n'est même pas le dernier recours. Le Frexit, c'est de la bêtise pure. Même si l'Union européenne ne nous satisfait pas, l'État français est le premier destructeur de la France, ce n'est pas l'Union européenne. Alors, elle continue sur le sujet, elle se répète parfois un petit peu, mais ça c'est pas grave, à un moment donné, donc il y a toujours des erreurs, et ensuite on va arriver à la faute. Autre erreur, l'Union européenne devrait être une organisation internationale plutôt qu'une tentative d'État européen souverain. C'est une évidence qu'elle est seule à partager. Organisation internationale comme l'ONU, un truc mondialiste. L'Union européenne, organisation internationale, ça ne sert à rien. C'est pas la peine de parler de l'Union européenne. Ensuite, une tentative d'État européen souverain. Je dis d'abord qu'ils ne cherchaient même pas à le créer, cet État européen souverain. Mais un État européen souverain, ça serait très bien, si on pouvait le faire. À un moment donné, elle dit qu'on ne peut pas avoir d'armée européenne, par exemple. Elle dit ça. Une armée européenne commune signifie mécaniquement une diplomatie européenne commune. Autrement dit, une paralysie assurée au regard des divergences très fortes des pays membres en la matière. Nous voyons bien déjà les dégâts causés par l'alignement de la diplomatie de l'Union sur celle des États-Unis par biais de l'OTAN. Ok, pas d'armée européenne et plus d'OTAN. On a quoi pour nous défendre? Donc c'est un problème. Alors elle a raison, il faut une diplomatie européenne commune pour faire une armée européenne. C'est là où Macron se fout de notre gueule. Macron parle d'armée européenne alors que Merkel n'est pas d'accord avec lui. Donc pas d'armée européenne parce qu'il faut un État européen. Là-dessus, elle a raison. Il n'y a pas d'État européen, donc pas d'armée européenne. C'est bien pour ça qu'il faut faire un État européen. Alors nous allons aller plus en avant dans cet entretien avec Marion. Et on va arriver à la faute. Parce que tout ça, c'était des erreurs, c'est rattrapable, rien de choquant. La faute arrive. La France est une puissance universelle. Présente sur les 5 continents. Avec un réseau diplomatique puissant. Une langue qui rayonne grâce à la francophonie. Certes, la France participe avec l'Europe d'une situation commune. Ah bon, quand même. Mais attention, il faut qu'il y ait une stratégie d'accord propre. En somme, la France ne peut avoir comme seul horizon l'Union européenne. Si, comme seul horizon l'Europe, pas l'Union européenne. Mais voilà. Non, la France des dom-toms, c'est pas la France. Non, la France n'est pas une puissance universelle. Non, la francophonie, c'est bidon. Et on n'en a rien à faire que 450 millions d'Africains parlent français, parce que d'abord, ça veut dire qu'ils ne parleront pas leur langue native, donc d'un point de vue en terre, c'est dérangeant. De toute façon, ça ne sera pas le français parisien non plus. À Mayotte, 30% de francophones. Merci la francophonie. Merci Marine Le Pen et ses amis des DOM. Merci Marion. Donc ça, c'est une grosse connerie, une grosse boulette, une erreur de pensée profonde. L'Europe, c'est notre patrie commune, c'est notre seul horizon, oui. Et c'est pas une Europe fermée, c'est une Europe assumée. De toute façon, une Europe fermée, ce serait une Europe qui ne serait pas ouverte aux flux migratoires. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Donc là, c'est une grosse erreur de Marion, c'est l'erreur familiale Le Pen. Le Pen qui est capable d'être à la fois l'ami de Léon Degrelle et en même temps qui va expliquer qu'il a envie de présenter le premier candidat africain à telle élection, etc. etc. Ouais, le mélange des genres, quoi. Hein, c'est pas mal. Alors, hier, vous êtes avec Léon Degrelle, le lendemain, vous êtes avec des musulmans, c'est bien, quoi. Vous êtes avec Alain Soral. Mélange des genres, mélange des genres. Allons-y gaiement. Dernier point de l'interview intéressante, malgré tout, de Marion, mais là, c'est le passage le plus con, entre guillemets, qui soit. Là, je vais donner un petit cours de politologie à Marion. Vous voyez, je ne suis pas si haineux que ça, je ne suis pas si provocateur que ça, je vais aider. Elle dit cette phrase, la souveraineté, c'est le contenant, la vision de la société, c'est le contenu. Au service de quoi mettons la souveraineté? Une république islamique souveraine, ça ne m'intéresse pas. La fin est bonne. Moi, je dirais autrement, je vais la corriger. Donc, là, le propos n'est pas idiot, mais voilà ce qu'il fallait dire. La souveraineté, c'est le contenant, l'identité, c'est le contenu. Vision de société, ça ne veut rien dire. Donc, effectivement, le contenu est plus important que le contenant. Donc, qu'est-ce que ça implique? De bien définir le contenu. Le contenu, c'est celui d'un peuple européen. C'est ça qui définit notre identité, celle d'un peuple européen. Si le contenant doit être adapté au contenu, ça veut dire que puisque le contenu est européen, alors le contenant doit être européen, donc un État européen unitaire. Voilà, Marion, ce qu'il fallait dire, ce que vous n'avez pas dit. J'espère que vous verrez cette émission pour pouvoir vous corriger. Et donc voilà, le post-lepénisme, c'est d'arrêter de couper une tête d'un Le Pen pour en avoir repoussé une ou deux. Le post-lepénisme, c'est donner à des gens qui vraiment défendent l'identité européenne de manière cohérente, de manière assumée, de manière consciente, de manière travaillée, la civilisation européenne. Nous ne voulons pas d'une Jeanne d'Arc du Bénin, nous ne voulons pas qu'on nous vende un catholicisme universel, nous voulons une Europe européenne. Merci et à bientôt.